Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème qui est beaucoup évoqué euh, dans les milieux scolaires, du travail, à la télévision, etc. On va parler du haut potentiel et plus particulièrement du haut potentiel chez les bébés et jeunes enfants. Je suis partie d'une œuvre de Monique de Kermadec, qui est une psychologue clinicienne spécialisée dans le haut potentiel, que ce soit du côté enfant ou adulte, enfin enfant, adolescent, adulte. Excusez-moi, il y a des changements au niveau de la luminosité. Aujourd'hui, le temps est instable. Euh, et donc, il a écrit cet ouvrage qui est accessible à tous et en même temps suffisamment documenté pour être sérieux et solide. Alors, je vous parle tout de suite de haut potentiel. C'est pas un terme qu'on utilise depuis longtemps en France. Jusqu'à peu, on parlait de précoce. On parlait d'enfants précoces. Donc, on disait même les IEP, euh, donc les enfants, enfin les EIP en français, pardon, les enfants intellectuellement précoces, parce que pas précoces partout. Mais on en est revenu parce que ça donnait un petit peu l'impression effectivement qu'ils avaient pris de l'avance, mais qu'à un moment on les rattrapait. Et on va voir que c'est pas une question d'avance, c'est pas une question seulement de surdouance, parce qu'on parlait des surdoués, l'idée qu'on aurait une intelligence supérieure, mais que pour le reste, euh, on serait câblé, je dirais, de la même manière. Et en fait, non. En fait, le haut potentiel, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que c'est une manière particulière de fonctionner au niveau cérébral. Et depuis quelques années, on classe les hauts potentiels, à tort ou à raison, dans la catégorie des neuroatypiques, c'est-à-dire des personnes atypiques qui fonctionnent, atypiques au plan neurologique. Donc, pour nous, on parle de haut potentiel. Alors, comme il y a tout un courant haut potentiel émotionnel, haut potentiel, enfin tout le monde se réclame du haut potentiel. Donc on a été obligé de rajouter parfois un I au potentiel intellectuel. Et ça fait le bonheur des concepteurs de séries télévisées. Euh, bon, pour l'instant, en France, on est sur du haut potentiel. Alors c'est quoi être à haut potentiel? Alors, on trace ce qu'on appelle une courbe de Gauss, vous savez, une courbe qui monte et qui descend, et on définit ce qui est le plus courant, hein. Une intelligence non pas normale, mais standard. La majorité des gens ont entre 90 et 110 de QI. Bon, voilà. Avec un pic vraiment à 100. Bon. En dessous, on va vers une déficience intellectuelle. En dessous de 90, on est sur des personnes fragiles. À partir de 80, il commence vraiment à y avoir une difficulté. Et puis de 110 à 130, on parle d'une intelligence supérieure. Et de 130 à 160, pour la France, on s'arrête à 160. Les Américains plafonnent à 200. Non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais ils ont une façon différente de calculer les choses. On est sur du haut potentiel. Alors, 130-140 haut potentiel, 140, 160 ou 145-160 selon les chercheurs. On est sur du très haut potentiel. Euh, le problème, c'est que c'est pas un continuum. Par exemple, si vous êtes à 125, vous pouvez, je dirais, je reprends l'expression, être câblé d'une manière très typique, avec une intelligence standard, je dirais, mais avec des capacités intellectuelles, la mémoire, la vitesse pour traiter les données, etc., plus rapide. Et puis vous pouvez être à 130, à 129 et être déjà, entre guillemets, neuroatypique avec une pensée en arborescence, avec des capacités de synthèse, etc.
spécifiques qu'on retrouve d'une manière spécifique chez les hauts potentiels. Donc c'est pas par tranche du style 129 je suis pas HP, 130 je suis HP, et puis etc. C'est plus subtil et d'ailleurs pour définir le HP d'une manière officielle, parce que moi je propose des pré-diagnostics pour cibler comme ça cette intelligence particulière, mais pour certaines démarches, il faut un diagnostic officiel. Donc pour les enfants, c'est le WPPSI qui permet d'évaluer donc de 30 mois à 7 ans et demi. 7 ans, 7 ans et demi. Donc 30 mois, on est à 2 ans et demi. Hein. Avant, il n'y a pas de test, mais on va voir qu'il y a déjà des signes. Qui peut faire passer ces tests pour les enfants? Alors, la psychologue scolaire, mais je dirais veiller à ce qu'elle connaisse le domaine, parce que souvent les psychologues scolaires sont beaucoup plus sollicités pour des problèmes de déficience, de difficultés scolaires liées à une intelligence un peu limite, voire entre guillemets insuffisante, que le haut potentiel. Bon. Mais psychologue scolaire, l'avantage c'est que c'est gratuit, et deux, le psychologue scolaire a des liens directs avec les enseignants, donc ça peut permettre d'aménager le travail en classe ou de passer, de faire un saut de classe, ou etc. Enfin bref. Et puis le psychologue libéral, alors là aussi, choisissez quelqu'un qui est spécialisé, qui va évaluer, mais avec un coût minimal de 250 €, voire plus. Donc voilà, il faut budgétiser. Pardon. Le test, c'est pas seulement une intelligence pure comme on pourrait voir. On voit la mémoire, la vitesse pour traiter les informations, pour traiter les nombres, pour traiter la vision dans l'espace, pour le vocabulaire, etc. etc. Hein. Le raisonnement, et souvent on trouve d'autres tests en plus, des tests de personnalité qui permettent aussi d'avoir une vision plus globale de l'enfant, puisqu'il ne s'agit pas de savoir est-ce que j'ai un singe savant à la maison, mais comment fonctionne mon enfant pour répondre au mieux à ses besoins. Alors en attendant que cet enfant ait 30 mois, on peut déjà voir des petites choses. Le regard. Ça, c'est quelque chose de frappant chez même les nourrissons, même les nouveau-nés. Les enfants qui, à haut potentiel, ont un regard, fixe du regard bien plus tôt et suivent du regard bien plus tôt. Ils ont un regard particulier. Je me souviens d'une mère qui avait 2 enfants, deux ados, alors THP, eux, qui me disait, bébé, ce qui me frappait, c'est ce regard où j'avais l'impression qu'ils étaient toujours en train de calculer. Donc, cette avance sur le regard, ce regard intense, ça, alors, ça suffit pas. Ce sont des petits signes que je vous donne, mais qu'évoque Monique de Kermadec, d'autres que j'ai vus dans ma pratique, puisque c'est une de mes spécialités, le haut potentiel. Mais donc, il y a ce regard. Il y a un éveil. Ce sont des enfants qui vont présenter des capacités. Alors là, on est sur une précocité. Par exemple, la notion de permanence de l'objet. Un bébé, si vous le mettez dans un transat, vous êtes devant lui, il sait que vous êtes là. Vous passez derrière le transat en silence, il pense que vous avez disparu. Un enfant à haut potentiel, il va très tôt comprendre que c'est pas parce que vous n'êtes pas dans son champ de regard que vous n'existez plus. Voilà. Il va utiliser un objet pour agir sur un autre objet. Il va faire comme ça plein de petites choses qui vont montrer qu'il a de l'avance. Alors, c'est souvent... Alors, quand c'est un premier enfant, on ne voit peut-être pas toujours ça,
on n'est peut-être pas toujours, on n'a pas nécessairement les outils pour s'en rendre compte, mais alors quand c'est le deuxième ou le troisième, on s'est dit, mais les précédents, ça se passait pas comme ça. Ce sont des enfants qui ont un sommeil qui est souvent particulier. Euh, ce sont des petits dormeurs souvent. Je sais qu'il y avait une puéricultrice de PMI qui m'avait dit qu'elle conseillait aux parents, par exemple, Alors, en général, elle disait, la sieste, vous fermez pas les volets, et la nuit, vous fermez les volets. Ça permet à l'enfant de structurer un rythme jour, nuit, etc. Mais pour ces enfants-là, ils sont tellement en train de capter tout ce qui les entoure avec tout leur sens, qu'il faut fermer les volets pendant la sieste pour ces enfants. Parce que sinon, ils ne dorment pas ou ils dorment par petites tranches. Donc, un sommeil particulier, un sommeil qui est souvent, et ça dure malheureusement toute la vie, un sommeil qui est souvent peu réparateur parce que le cerveau fonctionne en sur-régime même la nuit. Ce sont des enfants qui ont donc des acquisitions rapides et qui peuvent sauter des étapes. Par exemple, vous pouvez avoir un enfant qui va passer de je marche pas à je marche sans passer par le quatre pattes. Ou des enfants qui vont avoir la pince en psychomotricité fine. Parce qu'on a coutume toujours de dire que les enfants à haut potentiel sont limite dyspraxiques. Non, pas tous. Il y a des enfants qui peuvent avoir des problèmes de motricité fine, mais il y en a qui, au contraire, sont en avance en motricité fine. Donc, avoir la pince à 3 mois au lieu de 9, par exemple, la pince index-pouce. Donc, des petites choses comme ça. Et puis, le langage. Alors, le langage, c'est flagrant parce que là où des enfants vont avoir le moi-phrase un certain temps, le mot-phrase, le mot-phrase, par exemple, vous dire gâteau pour je veux un gâteau. L'enfant au potentiel va parler très vite d'une manière construite. Faire des phrases, sujet, verbe, complément. Il va avoir un vocabulaire très riche rapidement. Et même plus tard, on dira de ces enfants qu'ils sont précieux parce qu'ils utilisent des mots comme ça qu'on n'utilise plus trop ou moins. Ils aiment la langue, ils aiment la précision du vocabulaire. Et ça, on le perçoit déjà tout petit. Que dire? Parce que je suis limitée dans le temps, c'est ces 15 minutes quand on ouvre une chaîne. Il y a plein de choses que vous allez trouver. Comment développer les potentiels, comment gérer le quotidien, la question liée à l'école, bon, évidemment des tas de signes qui permettent de déceler. Donc, c'est un livre riche, facile à lire, pragmatique, sérieux. C'est une vraie professionnelle dans le domaine qui indique les choses. Donc, je vous le conseille vivement. Et on se retrouve pour d'autres thèmes, toujours en sciences humaines, psychologie. Allez, à bientôt.